des enjeux, il y a celui du rôle des bibliothèques, et donc je vais tout de suite passer la parole pour ouvrir cette deuxième séquence à Françoise Cernowski. On a un petit peu moins d'une heure, donc j'ai demandé à chacune des intervenantes de tenir dans environ 20 minutes, ce qui nous laissera du temps d'échange. Ça va être très difficile pour l'une et pour l'autre. Donc je vous demande toute votre compréhension pour les raccourcis qu'elles devront faire. À vous la parole. Donc moi je vais vous parler du rôle des bibliothèques dans les missions d'auto-formation. Et la médiathèque de Lorient m'a demandé de parler plus particulièrement des publics qui sont les plus éloignés de l'accès au numérique, donc de l'accès à ce que j'appelle la citoyenneté. Le numérique, c'est aussi la citoyenneté. Alors, est-ce que nous sommes tous égaux face au numérique? Non, puisqu'il y a déjà, ça a peut-être été dit dans la première partie, à laquelle je n'ai pas assisté parce que je suis prise sur les gros soucis de bouchons sur la 4 voies. Donc non, il y a déjà une inégalité territoriale, ça vous le savez. Hein, ensuite, inégalité d'équipement technologique. Il faut savoir qu'il y a encore 31,5% de la population française qui n'ont pas d'ordinateur à domicile et plus de 37% qui n'ont pas d'accès à Internet. Alors les trois fossés numériques, ce qu'on a un peu appelé le fossé numérique, en fait il y en a plutôt trois. Il y a déjà le fossé générationnel, le fait d'avoir un ordinateur chez soi, c'est moins de 17% pour les plus de 75 ans, alors que c'est plus de 90% pour les jeunes de 15 à 24 ans. Mais bien entendu, ce fossé va s'estomper au fil des années, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Par contre, le fossé social est net aussi, c'est quand même les personnes qui ont les plus faibles revenus, qui ont des difficultés pour avoir un ordinateur à domicile et pour avoir une connexion à Internet. Et également un fossé culturel, c'est quand même les personnes les moins diplômées qui ont aussi des difficultés de connexion à Internet. Et là, le souci, c'est que ces deux fossés, sociaux et culturels, eux risquent non seulement de se maintenir, mais même de s'accroître. Et ce qui fait que si ça s'accroît, cette population-là sera de plus en plus marginalisée. Alors, voici un petit peu une enquête, les fruits d'une enquête sur les usages d'Internet. Donc, faire des achats avec Internet, ça représente à peu près 41% de la population. Mais quand on détaille, c'est 74% des cadres et seulement 36% des ouvriers. Tout ce qui est démarche administrative, 40% de la population, mais une grande inégalité, 82% des cadres, 38% des ouvriers et 19% seulement des retraités. Le téléchargement des films, de la même manière, seulement 17% des ouvriers, 15% des employés. Bon, là c'est un petit peu plus égal, 18% des cadres. Là, ça s'équilibre à peu près sur le téléchargement des films. Et les réseaux sociaux, qui servent bien sûr à regrouper des amis, à étoffer son réseau professionnel. C'est quand même beaucoup les élèves et les étudiants, les cadres et professions intermédiaires. Et après, ça diminue un petit peu au niveau des ouvriers. Et il y a un gros décalage au niveau des personnes qui vivent au foyer. On dit plus des femmes au foyer, des personnes au foyer. 9% de ces personnes-là qui n'ont pas de vie active sont éloignées des réseaux sociaux et quant aux retraités, ils sont complètement éloignés des réseaux sociaux. Les usages des enfants, ça vous le savez, c'est d'abord regarder des vidéos, c'est jouer et ensuite seulement c'est chercher de l'information et c'est discuter. 90% des jeunes ont un compte Facebook, là je ne vous apprends rien. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a 93% des étudiants qui utilisent Google comme premier outil, mais avec vraiment la recherche basique, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la recherche avancée. Et quand on les interroge, il n'y en a que 13% qui utilisent le catalogue de la bibliothèque à distance. Il y en a 59% encore qui cherchent un livre à partir du catalogue et 49%, ce qui est encore énorme, qui simplement rentrent dans les rayons où ils vont un petit peu plus chercher au pif, à mon avis.
Donc les conclusions sur toutes ces réalités, je pense que Internet et tout ce qui est nouvelles technologies, ce sont des outils indispensables et extrêmement attractifs, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une nécessité de développer à la fois de la pédagogie sur les usages d'Internet et puis de la médiation, ça je pense que ça a déjà été dit ce matin, pour apprendre aux citoyens à utiliser au mieux ces ressources et qu'il faut développer des passerelles et des accompagnements supplémentaires pour tous les citoyens qui sont les plus en danger d'exclusion. Alors, au niveau des publics, quelles priorités on peut se donner? Parce qu'au lieu de parler de public en général, là je vais essayer d'aller un petit peu plus vers une typologie. Donc il y a bien sûr les publics en insertion professionnelle, notamment les personnes qui sont inscrites sur les dispositifs compétences clés. Bon, les compétences clés, je ne vais pas rappeler, mais c'est le terme exact, c'est ce qui a un peu remplacé les savoirs fondamentaux. Les compétences clés, ce sont, alors elles sont listées ici, c'est les 8 compétences qui sont indispensables finalement à tout citoyen pour vivre dans la société d'aujourd'hui. Hein, donc la communication dans sa langue, mais aussi en langue étrangère, les compétences mathématiques, en sciences, numériques, la compétence d'apprendre à apprendre, et là on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, les compétences sociales et civiques, etc. Et l'expression culturelle, c'est intéressant aussi que ce soit listé dans les compétences clés. Alors, proposition de priorité, bien sûr les personnes en manque d'emploi et en insertion, réinsertion professionnelle, les jeunes aussi qui sont en situation difficile, emploi précaire, foyer, tous les jeunes qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc pour eux, le besoin, c'est de la formation de base à l'outil informatique, c'est l'accès à l'information sur l'emploi, et puis c'est aussi les ressources d'auto-formation grâce au numérique. Ensuite, il y a tous les publics en situation d'illettrisme. Donc, je rappelle que ça, c'est quand même 9% de la population française qui est en situation d'illettrisme, dont 4,9% des jeunes de 17 ans qui sont donc détectés grâce à la journée d'appel à la citoyenneté. Et 57% de ces personnes en situation d'illettrisme ont un emploi. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui sont dans la marginalisation sociale, hein, c'est des gens qui peuvent être dans vos communes, dans certains services des communes, des gens qui ont un emploi et qui, malgré tout, cachent ces situations d'illettrisme. Donc pour eux, les besoins, c'est bien sûr les apprentissages de la lecture, de l'écriture et de toutes les autres compétences clés. Il y a les publics étrangers. Alors dans les publics étrangers, c'est un peu vague, on peut distinguer 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les primo-arrivants, hein, les gens qui arrivent dans le pays, ils arrivent juste en France. Il y a notamment les demandeurs d'emploi, il y a les migrants qui sont eux installés depuis longtemps, voire depuis des décennies, et puis il y a les étudiants à l'étranger qui ont vocation à venir étudier et à repartir ensuite. Donc ils ont des besoins un peu différents les uns et les autres, mais en tout cas ils ont besoin d'accès à Internet pour communiquer avec leur pays, et ça c'est très très vrai pour les primo-arrivants. Le premier besoin c'est de communiquer avec le pays. Ils ont besoin d'Internet pour les démarches administratives, ils ont besoin d'apprendre le français, ils ont besoin de lire dans leur langue, voilà, donc des tas de besoins bien identifiés. Je vais un peu vite, hein, du coup. Oui. Ensuite, il y a des publics, j'appelle ça de cultures différentes, et la question des gens du voyage me tient toujours à cœur. Donc, ce sont des gens qui, en plus, sur les terrains, sont très très mal desservis par les connexions Wi-Fi. Enfin, c'est pas prévu sur les terrains des voyageurs, il faut le savoir. Donc, du coup, ici, passe par les clés 3G, ça veut dire les coûts. Donc, ça, c'est encore une question qui n'est pas réglée en France. Donc pour eux, c'est vraiment l'accès à l'outil, l'accès à la connexion des gens, accès à l'information et puis à la formation de base, puisqu'il y a beaucoup de situations d'illettrisme dans ces populations. Le public des sourds, qui est un public, bon, je vais pas attendre là de vous faire tout un cours sur la question des sourds, mais ça me tient aussi beaucoup à cœur. Les sourds sont pour l'essentiel dans une culture différente de la culture écrite. Ils sont dans la langue des signes, donc eux, ils ont besoin d'accompagnement vers l'outil. Ils sont très très demandeurs d'outils d'auto-formation parce qu'ils ont toute une culture générale à rattraper. Donc ils ont besoin d'aller vers l'outil, mais avec une médiation en langue des signes, donc difficile. Ils ont besoin de culture générale. Tout ce qui est
publics en situation de handicap, mais ça je crois que ce sera l'objet d'une journée ici l'année prochaine, donc je ne détaillerai pas. Donc quels que soient les types de handicap, il y a besoin de matériel et de logiciels adaptés. Il y a besoin que les contenus qui sont sur les sites et les plateformes soient adaptés aussi. Il y a besoin de l'accès à l'information sur les droits. Et puis pour beaucoup, c'est déjà rompre l'isolement, comme pour tout un chacun. Internet, c'est communiquer avec les autres. Il y a la question des adultes âgés. Donc là, je distingue quand même, il y a presque 2 générations dans les adultes âgés. Il y a les seniors, c'est-à-dire les retraités, récemment retraités, plutôt actifs. Donc ils ont besoin de l'accès à l'outil informatique, de communication, parce que souvent les enfants sont au loin, donc ils ont envie, c'est ce qui les motive d'abord pour aller sur l'outil informatique. Parce qu'ils sont aussi très impliqués dans la vie sociale et associative, donc ils ont besoin de l'outil Internet. Et puis pour les adultes très âgés, les plus de 80 ans, c'est aussi très important, Internet, parce que ça fait partie de tout ce qui va aider à maintenir leur autonomie tout au long de la vie. Et il y a souvent une grande appétence pour ces outils, y compris pour les nouveaux supports comme les tablettes, les iPads, et c'est important d'en proposer aux gens âgés. Il y a aussi, et là ça rentre dans une catégorie, les gens isolés, les personnes isolées, et plus on est isolé, et plus ça va être difficile de trouver des ressources et de trouver des accompagnements. Donc voilà, je mets quelques exemples, mais voilà, des gens qui ne rentrent dans aucune catégorie, et pour qui les choses sont encore plus compliquées. Et puis enfin les enfants, auxquels on ne penserait peut-être pas, parce que justement ça me paraît évident qu'ils ont un accès à Internet, mais je pense qu'il y a tous les enfants avec une priorité pour ceux qui vont être les plus vulnérables, qui vont faire partie des publics précédemment listés. Donc au-delà des besoins techniques d'accès à l'outil, je pense qu'il y a, pour tous ces publics, il y a des points communs, c'est qu'ils ont besoin d'affirmer leur dignité. Ce sont des gens qui ne sont pas bien perçus dans la société, qui ont une image négative d'eux-mêmes. C'est pouvoir reconnaître leur savoir-faire, parce que les savoir-faire sont là, même si ce ne sont pas les mêmes que les gens plus intégrés, et puis de rompre l'isolement et de rompre le silence, cette espèce de tabou qui est autour de « je ne sais pas faire, je ne sais pas accéder ». Alors, les objectifs, le numérique en bibliothèque, ce serait pour faire quoi? Parce que voilà, accès au numérique, d'accord, mais pour faire quoi? Pour s'informer, pour apprendre, pour communiquer, pour accéder à, pour faire des démarches administratives, pour participer à la société, pour se faire reconnaître avec toute son appartenance, toutes ses compétences, et puis pour découvrir des tas de choses dont on n'a pas idée au départ, pour ouvrir des horizons. Alors les acteurs, dans quel cadre les bibliothèques peuvent-elles monter des projets, avec quels partenaires? Parce que je crois que la notion de partenariat est vraiment essentielle. Alors le cadre, il peut être institutionnel ou il peut être associatif. Et après, les bibliothécaires, les projets peuvent se monter avec des formateurs, avec les animateurs, avec les professionnels du numérique, du monde social, voilà, avec plein de gens finalement. Alors je vous donne quelques exemples de bibliothèques qui ont instauré comme ça des partenariats solides. Il y a les bibliothèques de Rennes, de Bru, de Rézé, qui ont fait un partenariat avec un organisme de formation, compétences clés justement. Donc les apprenants viennent à la médiathèque, il y a tout un ensemble de passerelles qui sont faites d'une structure à l'autre, et surtout l'intérêt de travailler avec les formateurs, c'est qu'il y a 2 regards croisés sur les ressources d'auto-formation, et c'est important pour nous, bibliothécaires, d'avoir le regard croisé d'un formateur sur une ressource, parce que voilà, chacun ses compétences, chacun son métier. Il y a des bibliothèques comme à Saint-Jacques-de-la-Lande où il y a un partenariat très fort depuis longtemps avec le point accueil-emploi, donc vraiment un accompagnement des personnes demandeuses d'emploi, et avec pareil cette double compétence entre des gens qui connaissent bien le monde de l'emploi et puis des médiathécaires qui eux vont amener sur l'outil et apporter d'autres compétences. L'exemple de la Seine-Saint-Denis aussi est intéressante. Là, il y a vraiment tout un travail au niveau des étrangers, bien sûr très présent sur le département, donc un partenariat entre l'État, les services d'accueil des travailleurs immigrés, les services sociaux
et toutes les bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Il y a aussi beaucoup de partenariats entre des bibliothèques et des EHPAD, c'est-à-dire des maisons de retraite, pour justement les nouveaux outils dont je parlais tout à l'heure, notamment les tablettes, les iPads, etc., qui offrent d'autres formes de lecture. Alors, quels sont les outils, quels outils on peut utiliser en bibliothèque? Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces publics-là? Bon, il y a d'abord, mais Anne en parlera plus longuement, le catalogue Carrel de la BPI, qui est quand même une ressource incontournable et très utile. Après, j'ai listé quelques autres ressources qui me paraissent intéressantes. Vous pourrez trouver toutes les références et les tarifs de ces ressources sur une petite fiche que je vous ai préparée, qui sera mise en ligne, je pense, compte rendu de la journée. Alors, la boîte à outils multimédia de la... Ça fait beaucoup bien, la bonne de la MIP. La boîte à outils multimédia de la MIP, qui est une structure multimédia informatisée pédagogique. Infobulle, le bulletin mensuel du CAFOC de Nantes. Et puis les NetVibes, par exemple, de l'espace auto-formation de l'ABM de Bordeaux. Mais il y a plusieurs bibliothèques comme ça qui développent des NetVibes très intéressants avec plein d'onglets sur tous les domaines d'auto-formation. Alors on va voir un petit peu en image, voilà la boîte à outils, ça se présente comme ça, vous vous abonnez à cette ressource qui est une ressource qui sélectionne, qui vous présente tout ce qui est possible en ressources gratuites et payantes. Donc vous voyez, vous pouvez sélectionner par catégorie, français, maths, outils pour les formateurs, etc. Vous sélectionnez depuis les ressources depuis 6 mois, les ressources depuis 1 an, les ressources depuis telle date. Et ensuite, vous avez des fiches très très bien fournies, parce que parfois on sait bien que les plateformes, les ressources qu'on trouve en ligne, on ne sait pas qui les crée, on ne sait pas très bien quels sont les modules. Donc là, c'est une fiche technique qui s'adresse aux professionnels et qui est très intéressante avant d'acquérir les ressources. Et vraiment, vous y trouvez beaucoup de ressources gratuites, donc c'est un investissement assez intéressant de s'abonner à cette ressource. Là, on voit tout descriptif de la ressource orthodidacte, d'apprentissage du français et d'orthographe, qui est proposée d'ailleurs par la BPI. C'est pas gratuit. C'est cher comment? C'est dans les 80 € par an. Hein, voilà. Et donc on reçoit les fiches pour une bibliothèque. Non, c'est pas pour les mises à jour chaque année, c'est que la base de départ. Ah non, c'est la boîte à outils. Ah, la boîte à outils, c'est pas orthodidacte. Non, c'est pas orthodidacte. Non, la boîte à outils. Ah oui, voilà, c'est dans les 80, donc vous aurez tout ça sur les fiches. Donc moi, ça me paraît intéressant parce que voilà, les ressources en ligne, il y en a plein et on ne sait pas toujours qui les produit et comment c'est fait. Donc là, vous voyez, ça donne l'éditeur, les conditions d'accès, les objectifs, les publics concernés. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas proposer n'importe quelle ressource à n'importe quel public. Donc il faut vraiment bien vérifier l'adéquation, descriptif et commentaires. Il y a une analyse assez critique aussi des ressources. Infobulle, alors c'est une petite newsletter du CAFOC de Nantes et je vous conseille vraiment, si vous travaillez sur l'auto-formation, d'aller dans le centre documentaire du CAFOC de Nantes et puis de vous inscrire à cette newsletter Infobulle qui donne plein de ressources. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné Graphoville, c'est un logiciel gratuit pour apprendre l'orthographe et les difficultés de la langue française. Puis après, là, vous avez, du coup, je l'ai téléchargé, je l'ai installé et là, vous avez une petite copie d'écran de ce qu'est cette ressource. Donc, je vous donne très souvent des ressources très pertinentes. Parfois, il y a des numéros spécialisés sur une thématique. Donc, ce qui compte, je pense, en bibliothèque, et là, je parle un peu d'expérience, pour y avoir travaillé à la bibliothèque de Métropole, et ma collègue qui a pris la suite vous en parlera plus dans l'atelier de cet après-midi, c'est de choisir des ressources attractives, parce que ça, si c'est pas attractif, ça ne marchera pas avec le public, assez ludique, ça marche mieux, assez simple d'utilisation, il ne faut pas qu'il y ait une grande complexité pour accéder à la ressource, et qui sont, alors je vais tester, recommander, c'est là où le partenariat avec les formateurs me semble intéressant, parce que voilà, nous en tant que bibliothécaires, on ne sait pas toujours
si c'est intéressant au niveau pédagogique. Donc c'est important de travailler avec des gens d'autres compétences professionnelles. Et puis, il faut des ressources qu'on aime soi-même, parce que si on n'approche pas la ressource, on ne va pas la médiatiser, on ne va pas réussir à accompagner les publics vers ça. Alors, quelques exemples de ressources payantes, très vite. Tout apprendre, qui est aussi au Carrel, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est un exemple d'une ressource. En fait, tout apprendre, c'est pas un éditeur, c'est un diffuseur. C'est un diffuseur. C'est ça. C'est ça qui est important. Voilà. Donc il diffuse plusieurs éditions et plusieurs. Ouais. Alors bon, donc voilà, vous voyez là avec les petits logos, sur la plateforme vous trouvez des ressources assimiles, des ressources de performance, donc en informatique, des ressources de commerce multimédia, qui est un très bon éditeur pour l'apprentissage des langues, y compris le français langue étrangère. L'intérêt, c'est qu'on peut s'abonner par module, donc au niveau tarifaire, je sais qu'il y a d'assez petites bibliothèques qui ont pu s'abonner à une ou deux ressources. Alors si c'est toute la plateforme ou rien, ben, c'est pas possible quand on a des petits budgets. Donc voilà quelques exemples de prix, hein, parce que je sais que vous aimez bien repartir aussi avec des idées concrètes de prix. 125 € le code de la route. Maxicours, dans les 500 €, Maxicours c'est une ressource très importante de soutien scolaire et de mise à niveau pour les adultes. Donc voilà, le soutien scolaire c'est important. On l'offre gratuitement en bibliothèque, alors qu'il y a plein de boîtes qui s'ouvrent partout et qui sont très payantes et seulement pour les familles qui peuvent payer. Donc voilà comment ça se présente, peu importe. En tout cas, c'est une plateforme très ergonomique, on rentre juste son identifiant, on valide. Après, on accède à l'ensemble des modules auxquels on s'est abonné. Et puis voilà, un exemple de copie d'écran pour l'apprentissage du français langue étrangère, par exemple. Ensuite, d'autres plateformes peut-être un peu différentes. Alors, la plateforme IGRIP, les outils de Jonas Formation, et puis Tirir. Alors, je vous montre tout de suite en image, ça va aller plus vite. Jonas Formation, il y a des modules spécifiques pour tout ce qui est remédiation, compétences clés. Vous voyez, des choses hyper basiques. Hein. Là, il faut classer par forme et par taille, il faut remettre dans les bonnes cases. Donc voilà, on est sur ce niveau-là, mais qui correspondent aux besoins d'un certain nombre de publics. Là, on classe aussi les formes. Asimo Espace-Temps, c'est une très bonne ressource pour les gens qui sont en perte de repères dans l'espace et dans le temps. Ça correspond à des handicaps, ça correspond à voilà, des gens assez précarisés aussi. Donc ça apprend à gérer un emploi du temps, un agenda par exemple. Coach adulte, une ressource très pratique qui vous apprend par exemple à analyser des petites annonces, comment en ligne on décrypte une petite annonce. Ça c'est de la vie quotidienne. Une ressource comme Tirir, là vous voyez qu'on est vraiment dans l'apprentissage des lettres. On est dans l'utilisation d'un clavier de téléphone. On est dans lire des pancartes dans la rue et savoir se repérer avec des logos quand on ne sait pas lire. Donc voilà, des outils très concrets. Pareil, là, savoir à travers les enseignes, même si on ne lit pas, savoir que c'est la police ou que c'est la plaque d'un médecin. Donc voilà, donc ces ressources-là, vous aurez les références et les tarifs. Après, il y a plein de ressources gratuites. Il y a effectivement une abondance, une très grande abondance. Donc après, valoriser les sites pertinents, attractifs. Tout ce qui est didacticiel libre, bien sûr, et puis les diaporamas, les vidéos libres de droit, donc puiser bien sûr dans tout cet aspect licence libre aussi. J'en viens aux accompagnements, parce que là, c'est important de produire des outils pédagogiques, des modes d'emploi, et là, j'ai quelques exemples de bibliothèques qui ont développé sur leur site, par exemple, ou en imprimé, des modes d'emploi pour utiliser les ressources numériques, parce que les ressources numériques, ça ne va pas de soi, hein, les gens ne vont pas y venir d'emblée. Donc voilà l'exemple des médiathèques de Thau, des formations en ligne sur des sites de bibliothèques, et ça part débuter avec la souris, donc on commence avec le BABA. Des tutoriels en ligne, là on voit apprendre les raccourcis clavier, un tutoriel fait par la médiathèque de Thau. La médiathèque de Toulouse qui donne toute une pédagogie des outils web 2.0, parce que
on a beau en parler à tour de bras, d'outils Web 2.0, pour plein de gens, ça ne dit rien, quoi. Donc là, c'est vraiment une méthodologie, comment utiliser notre catalogue avec des widgets, avec... Faire des rendez-vous et des ateliers, je crois que ça c'est aussi de l'accompagnement. Donc là, vous voyez quelques exemples. Informatique Internet, initiation individuelle Internet. Ici, on a Internet auto-formation, prendre en main son ordinateur à Montpellier. À Limoges, pareil. Le premier samedi de chaque mois, les rendez-vous du numérique. Et quand on est dans la régularité d'un rendez-vous, ça finit par trouver son public. Ça, c'est quelque chose d'important. D'autres ateliers d'initiation qui existent, bon, je ne vous mets pas forcément les bibliothèques qui existent, c'est tout aider les gens à lier à l'administration, comme on appelle ça, faire les démarches de sécu, d'impôts, de CAF en ligne. Ça peut être un atelier sur comment acheter de manière sécurisée en ligne, parce que sinon les gens se font avoir. Ça peut être des ateliers sur la création graphique, musicale, pour inviter les gens à produire eux-mêmes, à développer ce qu'ils ont en eux. Hein. Des ateliers sur les logiciels libres, sur les outils collaboratifs, parce que c'est là où les gens vont révéler leurs vraies compétences aussi. Les outils collaboratifs, ça ne va pas de soi. Il faut penser à y intégrer tous ces publics qui sont assez loin de tout ça. Bon, voilà une image d'accompagnement. Donc là, c'était à Rennes, c'était des étudiants étrangers et accompagnement double par l'équipe de la bibliothèque et par des formateurs. Ensuite, il faut, je pense, faire une pédagogie des usages, hein, donc une charte d'utilisation d'Internet et des ateliers pour expliquer les règles du net, notamment aux enfants, former les personnes pour qu'elles s'approprient les outils qui correspondent à leur projet. Donc le mieux, c'est de démarrer d'un projet personnel et ensuite d'adapter l'outil au projet de la personne et pas de faire des formations un peu virtuelles sur des sujets qui sont très éloignés du quotidien des gens. Et puis, utiliser ce principe du co-développement, c'est-à-dire pas trop être dans le formateur et le formé, mais dans un petit groupe de gens, voir comment les gens peuvent s'entraider et puis changer cette relation entre formateur et formé. Voilà, ensuite, il faut communiquer, parce que si on ne communique pas sur toutes nos ressources et nos capacités d'accompagnement, ben ces publics-là ne vont pas venir. Hein. Donc il faut aussi rendre accessibles les portails web. Bon là, il y a des normes hein, maintenant, mais il faut essayer d'utiliser de plus en plus du langage clair, navigation simple, des visuels avec des légendes, indiquer clairement les ressources et à qui elles sont destinées. Et là, je prends l'exemple, j'aime beaucoup les exemples étrangers à chaque fois, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui se fait ailleurs. À Montréal, voilà, il y a un site, le site de la ville existe en version simplifiée. Et donc, ils n'ont pas peur de dire ce site s'adresse aux personnes qui ont de la difficulté à lire et à celles qui ont des incapacités intellectuelles. Bon, en France, ça ne se fait pas, on ne veut pas discriminer, et du coup, on a des sites qui ne sont pas forcément accessibles. Bon voilà, c'est une idée, c'est peut-être d'essayer de rendre un petit peu plus visible nos sites. Voilà, encore une fois, Ottawa, service aux personnes ayant des besoins spéciaux, et ça détaille tous les outils, apprendre à connaître la bibliothèque, alphabétisation, compétences essentielles. Et dans ces pays-là, on ose dire ces choses-là. Et au niveau de la loi, chez nous, on a le droit de faire ça ? Ah oui, on a le droit, mais c'est pas dans notre culture en France de dire ça. Et il y a même des freins parce qu'on a l'impression de faire de la discrimination en disant oh ben on va pas dire c'est pour les gens qui ont du mal à lire, comme si ça n'existait pas déjà. C'est culturel. Voilà, donc conclusion, j'espère que je suis dans les temps. Donc voilà, faisons des bibliothèques des lieux où chacun accède à la citoyenneté grâce à des services adaptés aux médiateurs, mais aussi par le partage de savoir-faire entre les citoyens, comme au Québec. Et là, je prends l'exemple du projet Génération @branché, où en fait c'est un jumelage entre jeunes et adultes ou personnes âgées autour des dépannages informatiques. Donc voilà, l'idée c'est que la bibliothèque pourrait être ce lieu d'échange entre citoyens pour partager ses savoirs et qu'il n'y ait pas la petite élite qui sait bien manipuler tout ça et puis plein d'autres gens qui s'appellent. Merci beaucoup. Alors je me rends compte que je vais laisser vous présenter si vous avez dans le temps.
Et les professionnels dans la salle vous connaissent probablement, mais c'est sûrement pas le cas de tout le monde. Donc, en un mot, comment est-ce que Bibliopass intervient Ça marche tout simplement, moi je suis bibliothécaire, j'ai travaillé 30 ans en bibliothèque publique. J'ai quitté mon dernier poste l'an dernier, donc à Rennes Métropole, et depuis je suis installée en indépendante pour faire de la formation, de l'accompagnement de projet. Voilà, ça s'appelle Bibliopass. Merci de votre précieuse intervention. On sait que le sujet que nous traitons dans la séquence de ce matin est aussi le sujet d'une des deux séquences en atelier de cet après-midi. Donc on va pouvoir enrichir sur ces questions d'auto-formation. Et donc un peu moins de contexte, ça demande